KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Il y a 3 semaines, elle éclatait de vie. Elle savait 1000 façons minuscules et forcenées de se soumettre au monde. Et maintenant, elle replie ses ailes d'une certaine manière inconnue. Le langage des causes secondes ne l'exprime pas. Il n'est fait que pour l'expérience commune, où ne se voit rien de Dieu. Sur aucun clavier, il ne pourrait juger autre chose. Toutes les touches casseraient sous le coup de poing du titan. À 7h30 du matin, dans le désordre des pièces non faites, on sonna. Augustin se trouva devant un gros vieux prêtre robuste, coupe rosée, le cheveu dru et gris. « Je viens porter la Sainte Communion à Madame votre mère, dit-il. » Après quoi, il attendit en un recueillement si extraordinaire qu'il paraissait factice, ressemblait à une paralysie ou à une cécité subite. Christine, prise de court, se hâtait. Augustin, n'ayant jamais assisté aux cérémonies de l'extrême-onction, ne servait à rien. Il voyait des déploiements de linge, des déblaiements de table, d'autres mouvements rapides et silencieux dont il ne devinait pas le but. Une voix sourde et précise lui jeta « Allume 2 bougies », puis un verre à pied propre. Il exécuta de confiance la règle des rites inconnus. Dans la salle à manger, le vieux prêtre gardait sa raideur hiératique. Mais un surplis blanc le revêtait cette fois, et une longue étole bordée d'or. Il y avait un grand manteau noir posé sur le dossier d'une chaise. Auprès de la malade, les 2 bougies, les linges blancs, le buis du dimanche des rameaux et le verre d'eau bénite composaient un petit autel. Christine introduisait le prêtre en s'effaçant. « Maman désirait se confesser, lui dit-elle de la voix respectueuse et sourde qu'elle eut prise pour se confesser elle-même. Mais il répondit simplement « Pax huic domi », ce qu'il supplémenta au bout de quelques secondes par cet autre souhait latin « et omnibus inhabitantibus ». C'était un répond, et il avait attendu qu'on le lui énonçât. Une faute de ne pas l'avoir fait. En d'autres circonstances, Christine n'y eût pas manqué. Elle tournait fébrilement les pages d'un recueil de prières recouvert de papier gris comme un livre d'écolier. On n'avait pas eu le temps de renouveler le feu, il faisait très froid. Augustin ferma doucement la porte. Le vieux prêtre debout, massif, faisait écran devant la fenêtre, contre les hachures d'une pluie neigeuse. Augustin le vit s'avancer, s'agenouiller en face du petit autel. Devant ces flammes exsangues de bougies de plein jour, il pencha sa tête de loup gris. Un miroitement d'or luisait entre les bougies. Christine répondait au verset latin sur l'aspersion par l'hysope et la blancheur passant celle des neiges. Mais bientôt, elle fit signe à Augustin. Comme il ne comprenait pas, elle dut lui dire tout bas de partir. Le vieux prêtre s'asseyait déjà au pied du lit. « Qui est-ce » demanda Augustin de l'autre côté de la porte. « C'est le chanoine B » fit Christine. Puis ce sentiment que, malgré les pires appréhensions, une femme n'évite jamais. « Oh, je suis confuse de ce désordre, je suis confuse. Loin de prendre fin, le désordre conquit d'autres provinces, envahit des placards et des rayonnages, se prolongea en cris de vieilles serrures et de gonds. Christine reparut portant des accessoires étranges. Un paquet d'ouates qu'elle se mit à défaire, à morceler, à pelotonner. Une assiette, de l'ami, de l'eau, comme pour un repas d'oiseaux. Lorsque le chanoine ouvrit la porte, Augustin comprit que tout ce qui lui avait jusqu'alors paru recueillement n'en était que l'imitation et l'ombre. Il le retrouvait en sa plénitude sur les immobiles traits de sa mère, dans l'expression de gravité immensément profonde que l'âme arrivait à imposer par sa seule présence,
et à toute cette chair empâtée et bleuie, vivant déjà dans le gâchis qui lui plaisait. Le discours du vieil homme fit passer devant Augustin les mêmes évocations de mort dont s'écrasait sa propre pensée, mais séparé de cette inépuisable épouvante où il vivait depuis 6 jours. Il les vit asservis, simplifiés, forcés d'entrer sous les gabarits nouveaux, ressortissant du stock d'idées générales, à la fois administratives et surnaturelles, aménagées en vue de l'absorption de la mort, de son intégration dans les permanences. C'étaient de grands thèmes théologiques, pleins de dogmes, de raisons, de maîtrise de soi, et d'une humble assurance en la paternité de Dieu. Le vieux prêtre parlait en des formes de phrases déjà anciennes, qui eussent trahi chez d'autres une légère affectation d'archaïsme, mais représentaient en réalité la manière dont quelques directeurs qu'il avait aimés devaient encore professer l'éloquence dans les séminaires lyonnais de sa jeunesse. Avec cette maîtrise des textes sacrés, traditionnels dans ce qu'on appelait autrefois, non pas le gallicanisme, mais l'Église de France, ce prêtre septuagénaire, un peu voûté et de ventre gros, encore vigoureux et large d'épaules, le visage fibrillé, sous des cheveux gris qui ne blanchissaient pas, se montrait tel que l'avait fait 50 ans d'austérité, un règlement sacerdotal ponctuellement suivi, les secrètes mortifications intérieures et les grands jeûnes de jadis. Il était un de ces curés des temps conservateurs et concordataires, chef de paroisse un peu strict, un peu rigoriste dans la direction des âmes, mais plein de prudence, de bon sens et d'autorité tranquille, de ceux qu'il fallait d'abord connaître, comme disent les bonnes gens, mais dont on ne savait ensuite si l'on ressentait pour eux plus d'affection ou plus de respect. Un problème. Comment cet homme, l'ancien professeur de l'abbé Bourré au grand séminaire, qui avait gardé des relations avec lui, qui le connaissait, n'en perçait-il pas la cuirasse ? Sans doute parce qu'il devait voir Bourré fort rarement, ensuite parce qu'il était bon, et que cette qualité admirable, la plus haute de toutes, peut-être pour la voir faut-il payer rançon. Le chanoine communia la malade, Christine était à genoux, Augustin s'y jeta aussi, un peu en retard. Christine se leva avec une douceur soudaine sans qu'il comprît pourquoi, mais ensuite, il la vit présenter aux lèvres de sa mère l'un des verres d'eau préparés, tandis que l'autre bras entourait l'oreiller où reposait la tête. On entendait à travers la salle à manger le bruit des brocs d'eau sur la pierre, le heurt des galoches, toutes les sonorités produites par la grosse Marie à 8 heures du matin. Augustin attira le dossier d'une chaise et s'y appuya. Il sentait un début de vertige et se rappela qu'il n'avait pas mangé. Christine, retombée à genoux, gardait le buste rigidement droit. Elle dialoguait en latin avec le vieux prêtre. Il s'agissait de la puissance du diable et de l'imposition des mains. Les formules classaient les fautes par région d'origine avec une grande simplicité, comme des crus et des denrées. Le cours des paroles s'interrompait quand le chanoine saisissait les cotons préparés, ou qu'incombaient à Christine des opérations douces et lentes, comme de découvrir les pieds en écartant les draps. Les forts vocales reprenaient quand le pouce traçait les petites croix d'huile. Augustin ne se rappela pas si le nombre en avait été de 6 ou 7. Dans la formule répétée 6 ou 7 fois, revenait le même mot. Et suam pissimam, avec la monotonie d'une chanson d'ouvrier. Grande assurance que de guérir ainsi l'âme de la langueur et de l'infirmité née de ses fautes, et que la formidable paternité de Dieu agit par le moyen de ces petites croix d'huile. Toutes ces choses étaient d'une telle simplicité. En partant, le prêtre pencha sur l'enfant son lourd visage de demi-aveugle. « Vous avez double inquiétude, madame. Monsieur le chanoine, pour mon petit enfant,
ce ne sont plus des inquiétudes, dit Christine d'une voix ravagée et respectueuse. Comme il avait l'air d'attendre une explication, elle éclata en bredouillements reniflés, et l'on entendait le mot calvaire. Le vieux prêtre lui épargna toute dénégation. Mais quand il voulut la consoler, parlant de la conquête immédiate du ciel, citant le Sinite Parvulos et le Me autem propter innocentiam meam susceptisti, Augustin sentit que les mots ne traversaient pas les épaisses parois de cette souffrance. Une douleur irritante et supplémentaire naissait de cet effort vain. Le vieil homme ne s'y trompa point. « Mon enfant, dit-il, il est réellement des circonstances où les seules conduites possibles sont les conduites héroïques. Bien peu de martyrs ont cherché le martyre. Tous l'ont accepté cependant. Il est assuré que certaines parties de notre pauvre vie sont d'autant plus aisées qu'elles sont plus aveuglément abandonnées à Dieu, comme si le degré ordinaire et moyen des vertus nous était moins praticable que la sainteté que Dieu paraît exiger de nous. Si c'est votre lot, ne vous en plaignez pas. » Il s'inclina cérémonieusement, sans leur tendre les doigts, saisit son gros parapluie mouillé qui gouttait sur le palier, et sa vieille main rouge commença de descendre le long de la rampe. Restée entre les portes de la cuisine, la grosse Marie expliqua d'une voix où sonnait le plein air des pluies. « Quand j'ai vu monsieur le curé, j'ai bien pensé que ça n'allait pas mieux. » Puis, cherchant quelque temps la bouche ouverte, elle trouva. « Ça serait bien à désirer que ça aille mieux. » C'était une sympathie. Augustin l'entendit ajouter, pour Christine, le détail des diverses besognes qu'elle avait déjà faites. Tous les matins les mêmes. Il n'y avait là rien de nouveau, sauf peut-être ce vague désir de la grosse Marie de présenter, au moins par là, quelque contrepartie au destin. « Je vais toujours finir de monter mon bois. Après, je savonnerai mes lanceaux. » Le médecin vint, comme tous les jours. Bébé était à chaque instant souillé de sueur et de sel diarrhétique. Christine ne savait pourquoi, puisqu'il ne buvait plus. Le docteur écoutait, distrait. Il abandonna le poignet de l'enfant avec la même douceur qu'il avait mis à le prendre, disant tout bas « Incontable ». Penché à un certain angle, sur ce petit visage d'un rose sinistre, il examina les pupilles à travers les paupières entr'ouvertes. Les deux autres, debout auprès de lui, comprirent. Redressé, il devança toute interrogation. « Nous sommes bien désarmés, madame. »« Donnez-moi quelque chose pour l'empêcher de souffrir, dit-elle, d'une voix sourde au calme mortel. Le médecin eut l'air de se jeter sur cette idée. « Il ne souffre pas, je puis vous l'affirmer. » Il cherchait autre chose pour ne pas partir sur ce silence. Tourné vers Augustin avec cette gravité durcie que les maîtres de cérémonie prennent en grandes obsèques, tout se passe pour lui dans des régions physiologiques, plus bas que la conscience. Gauche réponse, qui s'entêtait à ne pas mentionner la visiteuse noire, lui laissait la charge de s'annoncer elle-même officiellement, quand tous ses précurseurs déjà se promenaient par la chambre. Le vieillard aux croix d'huile savait mieux parler de la mort. Dans la chambre voisine, après l'examen de Madame Méridier, le médecin se redressa en soufflant du nez. Il regarda dans l'angle du plafond, avec des yeux rapetissés, plissés, pleins de distraction, de bonhomie et presque d'amusement. « Quel affreux temps !» fit-il. « D'ailleurs, à 700 mètres, en pleine montagne. Mais il fait bon ici, ce feu marche bien. » Les longues pluies glacées sifflaient contre le mur. Quelques gouttes hardies tombèrent dans la pièce par l'entrebâillement de la fenêtre. L'air était âpre et tiède, comme une caresse rageuse. « Allons, madame, c'est très bien. Nous allons vous laisser reposer un peu, puis je viendrai dans l'après-midi pour vous faire respirer mieux. »
Mais dans le vestibule, tout changea. « Écoutez, monsieur, votre mère ne va pas du tout. Le cœur faiblit beaucoup plus qu'il n'est normal, même dans son état. » Ils durent attendre qu'achevât de monter Madame Boudet. On voyait croître et se détailler sa coiffure en coque de satinette noire. Elle adressa aux deux hommes un de ces saluts pleins de froideur, de dignité, de conscience de soi, dans l'effacement qui n'appelle pas de réponse, ni n'en désire. La minceur de ses lèvres tirées les assurait qu'elle souhaitait ne rien écouter de ce qu'il disait. Elle les contourna sans les regarder et referma doucement la porte. « Votre mère fait un œdème volumineux. Jamais la digitale ne passera là-dedans. Il faut qu'elle passe. Il n'est que temps. Je viendrai cet après-midi pour la saigner. Je ne vois pas d'autre moyen de crever ces barrages. » En rentrant, Augustin dit à voix sourde que leur mère n'allait pas du tout. Le médecin reviendra ce soir pour la saigner. Christine leva sur lui des yeux durs et fous. Il s'aperçut que malgré l'état de sa mère, malgré toutes ses inquiétudes, malgré l'extrême onction, elle n'avait jamais entièrement cru au dénouement final. La présente crise, en un peu plus grave, ne ressemblait-elle pas aux autres crises ? Elle savait quels soins donner et à quelles heures. Elle l'avait fait d'autrefois. Elle se reposait sur ses habitudes, s'en rassurait obscurément. Toutes les manipulations matérielles, lavage, petits repas de lait, remèdes, arrangements de couverture et d'oreillers, étaient presque les seules occasions qui l'amenaient auprès de sa mère. Elle y venait avec une douceur humble, comme si elle cherchait à se faire pardonner ses absences, sûre cependant de faire tout ce qu'il fallait. Le service rendu, elle embrassait la malade, d'un baiser long et effleurant, et retournait près du berceau. Ce fut cette vue trop optimiste des choses qui dissipèrent les pronostics médicaux. Pour la première fois devant Christine, les paysages d'une double épouvante se déroulèrent dans leur ampleur et leur impassibilité. Elle allait et venait, déchiquetée de détresse et de stupeur. Elle ouvrait des placards, les refermait, ne sachant ce qu'elle y venait prendre. Elle entrait dans sa chambre, en ressortait d'un air égaré. Augustin l'y surprit agenouillé, la tête enfouie, les épaules agitées de petites secousses. Un continuel « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible » pleurait sans arrêt en elle. Il y pleurait longtemps encore, plein de cette invraisemblance dont s'accompagnent toutes les morts, comme avait fait jadis pour Augustin la mort de son père, et comme elles font toujours. Christine se demanderait si elle ne rêvait pas. Elle heurterait chaque fois sa pensée à la même inexorable et identique réponse, chaque fois du même heurt dur, jusqu'à ce que, rouée de coups, vidée de force, ramenée face au mur et s'y cassant la tête, toute protestation contre l'incroyable finit par s'affaiblir et s'éteindre. Elle vivrait alors dans l'atmosphère nouvelle et dans sa solitude, sans plus oser s'en étonner, l'acceptant comme seule véritable, avec de rares crises de paroxysme, quand apparaîtraient par exemple les images de l'ancien bonheur encore humide de vie, et aussi quelques survivances de stupeur démente, comme un sanglot d'enfant grondé qui n'en finit plus. Les allées et venues de Madame Boudet chez le pharmacien, l'étalement des langes passées au savon par la grosse Marie, et que l'autre ensuite faisait sécher, des espèces de repas qu'elle présentait aux heures accoutumées, toutes ces occupations remplirent en apparence le temps. Assez tard dans la soirée, vint le premier avertissement. La vieille mère soulagée avait bu 2 bols de lait pour apaiser la soif de la saignée. Elle reposait. Il régnait dans l'appartement cette oisiveté qui traîne autour des maladies. Augustin finit par gagner brusquement sa chambre. Il ouvrit les portes de l'armoire, retrouva les éternelles fiches. La dernière,
qui portait une ligne transversale barrant un paragraphe, s'appelait Stérésis Dekaiexis. Cela du moins était dur, froid, sec, géométrique, indolore. Cela ne pleurait pas. Avec suffisamment d'entêtement, sa pensée pourrait peut-être s'occuper 1 heure ou 2. Encore serait-ce de peu de service, sa douleur pareille à un organe de son corps, montrant une structure et des exigences qu'il ne pouvait modifier qu'à condition d'en éprouver une autre douleur. L'image de ce qui se passait à côté revint toute seule, obstinée, tyrannique, porteuse de détails de lit et de berceau. Il jeta sur les autres l'affiche Stérésis Dekaiexis et s'en fut tapoter la vitre. Des stries obliques remplissaient l'espace dans la direction où s'étaient portés tant de fois ses yeux et son cœur désespéré. Il sentit comme une colère contre il ne savait qui ou quoi, une dureté furieuse, une rancune de voler, un désir fou de ne plus penser qu'à elle, de crier « assez, assez » à tout le reste, de fermer sur lui, s'il l'eût pu, les portes du monde. Il comptait 4, non 5, non, il disait bien 4 jours, depuis le moment où il avait manqué irréparablement sa visite. 4 jours de silence noir. Revoir l'endroit du salon où elle s'était trouvée, l'escalier où elle avait parlé à Christine, sentir le parfum de sa tante associé à elle. Quel enfantillage! La tête posée sur la vitre, il se laissait aller au doux et déchirant besoin de sa présence, au désir de se faire consoler, mêlé à la certitude qu'aucune chose ne serait jamais plus ce qu'elle aurait pu être, que toute joie tomberait désormais pour lui sur une âme saccagée, sur un avenir massacré par cette double mort. D'autres sentiments encore attendaient qu'il voulût bien s'occuper d'eux. C'étaient des remords. Se suspendre attentif à son bonheur personnel, retomber sur son amour comme sur une surface de stabilité, pour recommencer le jeu après Maldon, penser à la beauté possible ou impossible de sa vie. Quel emploi de temps devant cette torture des siens. À sa stupeur, il lui arriva de constater une haine subite pour son amour, non pour celle qu'il aimait ni pour sa souveraineté ineffable, mais pour son amour, comme s'il pouvait le désincarner de celle qu'il aimait, le faire vivre à part d'elle et de lui, entité monstrueuse. Il détesta cet amour et le ligotage de son cœur à ce moment spécial de son existence. Haine suivie de cet agenouillement fictif et de ce repentir éperdu, dont il avait senti la douceur au fond de lui-même, quand il désespérait qu'elle s'intéressât jamais à lui, au premier jour qu'il l'aimait. Il fixait une empreinte graisseuse, dont son front avait marqué la vitre, et qu'on voyait encore malgré le début de la nuit. Il se sentit touché doucement à l'épaule. Christine le regardait d'un étonnant visage calme et tragique. « Je crois que c'est la fin, » dit-elle. Bien que la chambre tournât vaguement autour de lui, Augustin eut cependant besoin d'un certain nombre de secondes pour comprendre de quoi c'était la fin. Il se jeta tout de suite sur cette forme de consolation qu'utilisent les médecins. « Il ne souffre pas ?»« Je ne crois pas, fit-elle, avec ce même calme de crucifixion. » Mais lui ne trouva pas de différence entre ce moment et les précédents, du même souffle misérable, pas plus qu'il n'avait rien discerné de précis avant d'être averti, à travers la fente des petites paupières mauves. Rien n'avait changé dans la position où s'étaient par hasard arrêtés les derniers mouvements volontaires, après lesquels il n'y en aurait plus d'autres. Il voyait, assise et de profil, une Christine aux mains jointes, dont les épaules montaient et descendaient avec une douceur régulière. Ils restèrent là un certain temps. La porte du palier claqua, des pas lourds et précautionneux s'approchèrent. C'était la mère Rambaud. On entendit des bruits de conciliabule. Madame Boudet partait. La veille, au moment de partir, elle était venue dire avec une inutile précision de détail : « Je prépare du café au lait.
Madame le prendra quand elle voudra, tout est prêt. Il n'y a plus que telle autre chose à faire. Le couvert est mis dans la cuisine. Minutie d'informations oiseuses et insistantes destinées à faire remarquer la perfection de son service et la discrétion qu'elle mettait à ne pas la signaler autrement. Augustin lui dit assez rudement « Oui, Madame Boudet, ça va bien. » Dans la conversation qui se prolongeait avec la mère Rambaud, il crut entendre « Monsieur Boudet disait à ces messieurs », mais sans doute, c'était dans sa tête à lui que traînait la rengaine. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.